texte suivant est également un texte qui est absolument un auteur qui est tout à fait cher au Visage Vert. James Hogg était dans le numéro 2 du Visage Vert et il est revenu dans le numéro 20, où nous avons publié un texte qui n'est pas tout à fait typique, mais qui raconte une histoire de singe, parce que pour ceux qui connaissent de singes, de gorilles voleurs de femmes, parce que pour ceux qui connaissent la revue, on a publié dans les numéros 19 et 20 un grand dossier en 2 parties, dû à la plume d'un de nos camarades, François Ducos, sur les gorilles voleurs de singes. De femmes. De femmes. Les gorilles voleurs de singes. Les femmes, les géantes voleurs de singes. Tout est possible, les hein, gorilles mais... voleurs de Ouistiti, enfin des tas de trucs horribles, effectivement. Et donc, les confessions du pécheur justifié que j'ai dans les mains est un texte que notre bien-aimé rédacteur en chef Xavier Legrand a dû m'inciter à lire depuis qu'on s'est rencontrés. Ça fait, je sais pas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai résisté un certain temps, et il y a 20 ans exactement, j'ai lu ce texte. Et alors là, effectivement, on peut comprendre qu'il ait insisté tant pour me faire découvrir cette chose qui est donc le roman certainement le plus connu de James Hogg. James Hogg était né en 1770, il est mort en 1835. Il n'y a pratiquement que des morts ce soir. Hein. Oui, on fait pas dans les perdreaux de l'année, comme disait qui. Donc, on est resté, il n'y a pas de surprise, on reste dans l'univers du Visage Vert, c'est-à-dire quand même assez... Et pratiquement tous libres de droit. Non, mais ça c'est une... ça c'est pour d'autres considérations, mais bon. Et ce James Hogg, en fait, qui était profondément et totalement écossais, qui était né dans une fort jolie région de la région des Borders, a commencé sa vie comme berger, et il l'a fini plus ou moins comme berger aussi d'ailleurs, parce qu'en parallèle de son activité littéraire, il avait aussi ses troupeaux de moutons et ses activités au marché qu'il interrompait parfois, donc des soirées littéraires pour se lever tôt et aller le matin vendre ses bêtes, etc. C'était devenu un personnage tout à fait haut en couleur de la vie littéraire d'Édimbourg, qu'il animait aussi assez profondément. Et il a énormément écrit, il a écrit beaucoup de textes inspirés des contes et légendes écossais qu'il avait aidé Walter Scott, qui était plus ou moins à la fois son ami, son protecteur et son propriétaire de ses terres. Il avait aidé Walter Scott à faire ce qu'on appelle les collections de chants et d'histoires dans les chaumières. Et puis, en 1823, il lui vient une idée à partir de quelques anecdotes assez étranges dont il a eu vent, et en 1824, il publie de façon anonyme, parce que le roman est à la fois sensationnaliste, il y a des meurtres, il y a des apparitions, il y a des choses épouvantables, il est en même temps aussi une assez profonde critique de la mentalité calviniste. Donc il publie de façon anonyme les confessions du pécheur justifié. Cela dit, les gens qui le connaissent savent très vite que c'est lui. Ça ne lui vaut pas d'ennui particulier, mais enfin, ça n'arrange pas non plus sa réputation. Et le roman a été republié un certain nombre de fois, plus ou moins caviardé, jusqu'à ce que par un retour assez étonnant des choses, André Gide, qui a entendu parler de ce roman, le lit, le trouve absolument éblouissant, le fait traduire par Dominique Horry, qui est par ailleurs l'auteur d'Histoire d'eau et également une excellente traductrice. En parallèle, il y a une autre traduction de Jacques Papy, que certains d'entre vous connaissent parce que c'est un traducteur qui a beaucoup travaillé sur Lovecraft et des gens comme ça. Et donc, après-guerre, largement plus de 100 ans après sa publication, ce roman est découvert en France, même si Hogg, de son vivant et au XIXe siècle, avait déjà été traduit, mais enfin, ce roman-là était totalement inédit. Et puis, les Anglais s'intriguent aussi, les Britanniques s'intriguent de cette chose, et finalement se réapproprient la chose. Il y a une nouvelle édition du texte complet, sans l'arrondissage d'angle et les
censures qui avaient été exercées pendant un certain temps, avec la préface de Gide. Et qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ce texte? C'est en deux parties les confessions, effectivement les confessions de ce pécheur justifié. La première partie décrit des faits divers assez épouvantables, des meurtres perpétrés, récits à la troisième personne, des meurtres perpétrés par on ne sait qui. Et la deuxième partie, qui est la confession de Robert Winging, le héros du roman, explicite et vient donner une substance assez étrange à ces meurtres. C'est lui qui les a commis. Il les a commis sous l'influence d'un démon, enfin, d'une visitation diabolique, d'un être qui le suit partout, qui prend divers visages, qui peut aussi bien prendre son propre visage que le visage de gens qu'il connaît, que le visage d'inconnus, qui commence par prendre pour l'envoyer du tsar de toutes les Russies, on ne sait pas pourquoi, et qui ensuite il pressent effectivement qu'il est le diable. Mais lui, Robert, étant prédestiné au paradis, ne voit aucune objection à commettre toutes sortes de crimes, parce que de toute façon, il s'en tirera toujours. Donc voilà une des raisons, il est à l'extrême du calvinisme, et son père étant un prédicateur tout à fait enragé, lui a un peu insufflé ces théories assez fumeuses. Alors, je vais faire comme Elisabeth, on va en lire un peu aussi. C'est la rencontre avec Gilles Martin, donc, qui est ce diable qui le hante. Je vais à lui pour lui parler, mais il était tellement plongé dans son livre que je beau lui adresser la parole, il ne leva pas les yeux. Je regardais aussi le livre, qui me parut encore être une Bible, et qui avait des colonnes, des chapitres et des versets. Mais il était dans une langue que j'ignorais absolument, et tout quadrillé de lignes et de versets imprimés en rouge. Une sensation semblable à une décharge électrique me parcourut, au premier coup d'œil que je jetai sur ce livre mystérieux, et je demeurai immobile. Le jeune homme leva les yeux, sourit, ferma son livre et le rangea contre son sein. « Vous avez l'air singulièrement ému d'avoir vu mon livre, cher monsieur, dit-il tranquillement. »« Au nom de Dieu, quel est ce livre ?» répondis-je. « Est-ce une Bible ?»« C'est la Bible dont je me sers, monsieur, dit-il. Et je vais cesser de la lire, car je suis heureux de vous voir. Dites-moi, n'est-ce pas un saint jour de fête pour vous ?» Je le fixai dans les yeux, mais sans répondre, tant j'avais les sens bouleversés. « Ne me reconnaissez-vous pas, dit-il. Vous m'avez l'air un peu perdu. N'avons-nous pas eu hier, vous et moi, quelques doux entretiens d'amitié ? Je vous demande pardon, monsieur, répondis-je. Mais sûrement, si vous êtes le jeune gentilhomme avec qui j'ai passé la journée d'hier, vous avez, comme le caméléon, l'art de changer d'apparence. Je ne vous aurais jamais reconnu. Mon aspect change avec ce que j'apprends et ce que j'éprouve, dit-il. C'est chez moi une particularité de nature dont je ne suis pas entièrement maître. Si je contemple attentivement les traits de quelqu'un, les miens prennent peu à peu la même apparence et les mêmes caractères. Et qui plus est, en contemplant un visage, non seulement je pénètre sa ressemblance, mais en même temps que sa ressemblance, je pénètre ses idées aussi bien que sa manière de les ordonner. De telle sorte, voyez-vous, qu'en regardant attentivement quelqu'un, j'arrive peu à peu à lui ressembler, et en arrivant à lui ressembler, je parviens à m'emparer de ses pensées les plus secrètes. C'est là, comme j'ai dit, une particularité de ma nature, un don de Dieu qui m'a créé. Mais savoir s'il m'a été accordé ou non comme une bénédiction, c'est ce que lui-même n'ignore pas, ni moi non plus. De toute façon, j'ai le privilège de ne pouvoir ne jamais me tromper sur une personne qui m'intéresse.